sur cette nouvelle capsule vidéo sur le mécanisme d'action des interactions médicamenteuses. La iatrogénie médicamenteuse, par définition, il s'agit d'un ensemble des effets indésirables qui sont provoqués par la prise d'un ou plusieurs médicaments. Elle peut avoir des causes variées. C'est-à-dire elle peut être provoquée par le malade, c'est-à-dire une mauvaise utilisation du médicament par le malade. Elle peut être provoquée par la composition du médicament lui-même, par également, elle est la résultante également d'interactions médicamenteuses. Donc, les interactions médicamenteuses sont à l'origine de 20% de la iatrogénie médicamenteuse. Et donc, ce type, en fait, de ces interactions médicamenteuses, on peut les éviter si, bien sûr, on connaît très bien leur mécanisme d'action. Et on va distinguer deux types d'interactions médicamenteuses en général. On a les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques et les interactions médicamenteuses d'un autre côté pharmacodynamiques. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques, ce sont des interactions, bien sûr, qui vont agir sur le devenir du médicament dans l'organisme. C'est-à-dire qu'un médicament, par exemple, il va, lorsqu'il est pris en association avec un autre médicament, il va modifier la pharmacocinétique d'un autre médicament qui est pris en association. Donc, cette modification, elle va agir soit au niveau de la phase d'absorption du médicament, soit c'est une interaction médicamenteuse pharmacocinétique qui va agir au niveau de la phase de distribution et de diffusion des médicaments, soit au niveau de la phase du métabolisme hépatique des médicaments, au niveau de la phase également d'excrétion ou d'élimination aussi bien rénale que biliaire des médicaments. Et en effet, il faut savoir que les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques qui ont des conséquences cliniques graves, ce sont les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques qui vont concerner surtout les médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite. C'est le cas, par exemple, des anticancéreux, des immunosuppresseurs, des anticoagulants oraux, les antiarythmiques, et la liste est longue. Donc, ce sont des médicaments, en fait, dont ces médicaments à index thérapeutique étroit, ce sont des médicaments dont en fait, le seuil de toxicité et le seuil d'inefficacité sont très proches l'une de l'autre, et le seuil, par exemple, de toxicité par surdosage et le seuil, par exemple, d'inefficacité par sous-dosage sont très rapprochés, et donc sont des médicaments qui nécessitent, bien entendu, une surveillance étroite et stricte, biologique. On a d'un autre côté les interactions médicamenteuses pharmacodynamiques, et cette fois-ci, ils vont agir au niveau de la pharmacodynamie des médicaments, c'est-à-dire du mécanisme d'action des médicaments. Donc, normalement, la connaissance des mécanismes d'action des médicaments, elle est indispensable à ce niveau-là pour prévoir et même éviter ce type d'interaction médicamenteuse pharmacodynamique. Puisqu'on va distinguer, elles vont se manifester de différentes manières, de 3 manières différentes. Il s'agit soit d'une interaction médicamenteuse pharmacodynamique par effet additif, par synergie additive, c'est-à-dire que l'effet l'effet, par exemple, de l'association est égal à la somme des effets pharmacologiques des médicaments pris séparément. Elle peut avoir également une action potentialisatrice de l'effet pharmacologique. Un médicament va potentialiser l'action d'un autre médicament qui est en effet pris simultanément. Et c'est-à-dire que l'effet
de l'association est largement supérieur à l'effet pharmacologique de chaque médicament, la somme des effets pharmacologiques des deux médicaments. Un autre mécanisme d'interaction médicamenteuse pharmacodynamique qui va se traduire cette fois-ci par l'antagonisme, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution de l'activité pharmacodynamique. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise les deux médicaments, ils vont, bien sûr, leur effet va au contraire s'opposer et donc un médicament va diminuer ou carrément, bien sûr, annuler l'effet du médicament qui est pris en même temps que lui. Donc, et également, je tenais à préciser que dans ces effets indésirables de ces effets des interactions médicamenteuses de type pharmacodynamique et de point de vue mécanisme d'action, ils vont se situer à 3 niveaux différents. Soit bien sûr que ces médicaments qui sont pris en association, ils vont agir sur la même cible cellulaire, par exemple sur le même récepteur cellulaire ou bien sur la même enzyme ou bien sûr le même canal ionique. Tout dépendra du mécanisme d'action en question ou du mécanisme d'action du médicament en question. Ou bien les deux médicaments qui sont pris en association, ils vont agir sur le même système, c'est-à-dire la même fonction biologique, mais bien sûr sur des sites différents, ou bien, encore une fois, les deux médicaments pris en association, ils vont agir sur des systèmes tout à fait différents, surtout lorsqu'il s'agit de médicaments qui appartiennent à des classes pharmacologiques différents. On va commencer par le volet des interactions médicamenteuses pharmacodynamiques. Agit bien sûr sur le mécanisme, sur en effet le mode d'action du médicament. Donc ces interactions médicamenteuses pharmacodynamiques, ils vont en fait modifier la réponse pharmacologique ou modifier carrément les effets indésirables des médicaments qui vont agir soit sur la même cible cellulaire, soit sur la même fonction physiologique. C'est-à-dire que ces interactions médicamenteuses pharmacodynamiques, ils vont, lorsque deux médicaments ou plus sont associés, sont pris simultanément et sont co-administrés, un médicament va modifier la réponse, l'activité pharmacologique d'un autre médicament. Ou bien, qui dit réponse pharmacologique, dit aussi bien l'effet, agir sur l'effet thérapeutique que sur les effets indésirables. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une interaction médicamenteuse pharmacodynamique, elle peut soit concerner aussi bien les effets thérapeutiques, mais également, elle peut concerner également les effets indésirables. C'est-à-dire, les interactions médicamenteuses qui vont agir en modifiant l'effet thérapeutique, on aura 3 types. Soit par synergie additive, comme on a vu tout à l'heure, que l'effet pharmacologique de l'association est égal à la somme des effets pharmacologiques des deux médicaments associés. Soit un effet par potentialisation, c'est-à-dire par augmentation de l'effet. C'est-à-dire que l'association, l'effet pharmacologique de l'association est très supérieur à la somme des effets pharmacologiques des médicaments associés. Également, elle peut agir par antagonisme, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution, c'est-à-dire que l'association de médicaments va diminuer l'effet pharmacologique c'est-à-dire de la somme des médicaments pris en association. On va donner quelques exemples, bien sûr, de synergie additive de médicaments. Un certain nombre de médicaments, normalement, sont pris en association et cette association est voulue, elle est désirée, surtout c'est le cas d'une association synergique, par exemple des antibiotiques.
on associe par exemple des antibiotiques afin de traiter des maladies qui sont des maladies infectieuses, qui sont très résistantes ou bien sûr qui sont graves. C'est le cas des septicémies ou les endocardites par exemple. Et ce sont des associations qui sont voulues. Et par exemple, on va citer le cas de, par exemple, la trimétoprime, le cas de la trimétoprime avec le sulfaméthoxazole. Ce sont des associations, en effet, qui sont, comment dire, c'est une association qui est déjà préétablie. On la trouve dans un comprimé, on trouve une association déjà fabriquée, trimétoprime, sulfaméthoxazole. Et cette association entre ces deux antibiotiques, elle est synergique du fait de l'action séquentielle du sulfaméthoxazole et du trimétoprime sur la voie de la synthèse des folates. Les folates sont des cofacteurs nécessaires à la synthèse de l'ADN. Donc, en effet, il faut savoir que le sulfaméthoxazole, par mécanisme d'action, il agit au niveau de la dihydroptéroate synthétase et il va inhiber la formation du dihydrofolate. Et en plus, le trimétoprime, quant à lui, il va inhiber la transformation par la dihydrofolate réductase du dihydrofolate en tétrahydrofolate. Donc, ce sont des étapes, ces étapes, ils se suivent dans le cycle. C'est-à-dire que, normalement, cette inhibition, en effet, cette association trimétoprime sulfaméthoxazole, qui est une association voulue, synergique, elle se fait par un blocage séquentiel de deux enzymes clés, deux enzymes de la synthèse des folates. Et c'est une association qui est voulue. Un deuxième exemple d'association d'antibiotiques, d'association synergique, c'est l'association entre les pénicillines et les aminosides. Il faut savoir, par exemple, l'association pénicilline, par exemple, ampicilline, une DCI, ou l'association aminosine, on va parler ici de la gentamicine. Donc, comment se fait le mécanisme d'action de cette... ce sont des médicaments, ce sont des antibiotiques qui sont tous les deux bactéricides. Donc, quel est le mécanisme d'action de cette synergie? En effet, il faut savoir une chose, que l'ampicilline, qui est la pénicilline, elle agit sur la synthèse de la paroi bactérienne et en agissant sur la synthèse de la paroi bactérienne, elle facilite de ce fait l'entrée de cet aminoside qui est la gentamicine et ce qui entraînera en effet une bactéricidie rapide. Autre association, l'association synergique d'antibiotiques entre l'amoxicilline et les céphalosporines de troisième génération. Donc, par exemple, de céphalosporines, on va donner l'exemple de quelques céphalosporines de troisième génération. On a quelques DCI, le céfotaxime par exemple, ou le ceftriaxone. Donc, normalement, c'est une association synergique de deux bêta-lactamines. Et ces deux bêta-lactamines, toutes les deux, elles vont bien sûr agir sur les protéines liant les pénicillines, les PLP. Elles vont agir sur les PLP qui existent au niveau de la paroi bactérienne. Et ils agissent en fait sur deux PLP différentes. Donc, ils vont agir par synergie d'action. Également, un autre exemple de synergie additive, des fois on est amené, bien sûr, pour traiter l'hypertension artérielle, à associer des antihypertenseurs, et quand on associe en effet les antihypertenseurs, on risque d'entraîner une hypotension orthostatique. On peut provoquer de ce fait l'hypotension orthostatique.
Et c'est quoi une hypotension orthostatique? Eh bien, tout simplement, c'est la diminution brusque de la tension artérielle lorsqu'on passe d'une position couchée, brutale, d'une position couchée, à la position debout. Et cette hypotension orthostatique, elle est naturellement plus fréquente en cas d'association de deux antihypertenseurs. On peut également on peut voir une synergie additive lors de l'association d'un antihypertenseur avec cette fois-ci un antidépresseur, mais des antidépresseurs bien sûr comme les tricycliques par exemple, qui ont des propriétés alpha-bloquantes. Et cette association, elle provoque le risque, parce que toutes les deux provoquent, aussi bien l'antihypertenseur que l'antidépresseur, ils provoquent l'hypotension artérielle orthostatique. Donc, on va avoir un risque majoré d'hypotension artérielle orthostatique. Cette fois-ci, je vais donner des exemples d'associations qui sont bien sûr qui s'effectuent par potentialisation, augmentation de l'effet pharmacodynamique. C'est le cas en effet de l'association entre un diurétique hypocalémiant et par exemple les médicaments qui ont la particularité d'allonger l'espace QT au niveau de l'électrocardiogramme, c'est-à-dire sur le tracé électrocardiographique, bien sûr, l'espace QT est allongé par la prise d'un certain nombre de médicaments. Donc, c'est quoi un diurétique hypocalémiant? Un diurétique hypocalémiant, c'est un diurétique qui va permettre d'augmenter l'élimination et l'excrétion aussi bien du sodium, il a un effet hyponatrémiant, mais également il va augmenter l'élimination de potassium par effet hypocalémiant. C'est le cas, on va donner l'exemple d'un certain nombre de diurétiques hypocalémiants. On a par exemple les diurétiques de l'anse qui agissent par mécanisme d'action au niveau de l'anse de Henle. Parmi ces médicaments, on a l'indopamide, le furosémide, et bien sûr, on a d'autres diurétiques hypocalémiants, cette fois-ci les diurétiques thiazidiques. Par exemple, une DCI, une molécule que je vais citer, qui est un diurétique thiazidique, l'hydrochlorothiazide. Donc, ces diurétiques hypocalémiants, quand on les utilise en association avec des médicaments qui allongent l'espace QT sur un électrocardiogramme, ils vont augmenter le risque de torsade de pointe. C'est quoi une torsade de pointe? Les torsades de pointe, ce sont en fait des formes particulières de tachycardie qui sont ventriculaires, polymorphes, et qui surviennent surtout chez les patients qui présentent déjà un allongement pathologique de l'espace QT ou l'intervalle QT au niveau de l'électrocardiogramme. Donc, nous citons parmi les médicaments qui sont les plus pourvoyeurs d'un allongement de l'espace QT. On a par exemple les antiarythmiques de la classe grand 1 et la classe 3. La digoxine également est un médicament qui allonge l'espace QT. Les bêta-bloquants allongent l'espace QT. Certains anti-angoreux, le lithium également, qui est un médicament utilisé pour traiter les troubles bipolaires, allonge l'espace QT. On a certains inhibiteurs calciques, les bradycardisants, et la liste est longue. Donc, toute cette liste de médicaments que je viens de citer ici ne devrait pas être associée avec un diurétique hypocalémiant parce qu'il risque d'augmenter, de faire apparaître des torsades de pointe. Ce sont des contre-indications formelles. Également, l'association chez un patient, par exemple, qui est traité par la digoxine. La digoxine, c'est quoi? La digoxine, en fait, c'est un cardiotonique. Il renforce la contraction du cœur cardiaque. Et chez des patients qui sont normalement traités par cette molécule qui est la digoxine, bien sûr, on ne devrait pas leur donner des sels de calcium par voie intraveineuse parce qu'on va exposer ces patients à des troubles du rythme cardiaque. Donc, on va suivre quelques
exemples d'associations qui agissent, d'interactions médicamenteuses pharmacodynamiques qui agissent par mécanisme d'antagonisme, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution, voire carrément de la disparition de l'activité pharmacodynamique. Nous citerons ici l'association, par exemple, d'un INS avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion. L'INS, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et bien sûr, on ne devrait pas l'utiliser en association avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion, qui est bien sûr un médicament, une grande classe d'antihypertenseurs qui ont la particularité par mécanisme d'action d'inhiber l'enzyme qui est l'enzyme de conversion qui permet la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 qui est normalement vasoconstrictrice hypertensive. Et donc, bien sûr, c'est une association à contre-indiquer. Pourquoi? Parce que l'INS va diminuer l'effet antihypertenseur des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Deuxième association qui entraîne une interaction médicamenteuse pharmacodynamique par antagonisme, c'est l'association de la levodopa, qui est un agoniste dopaminergique, avec les neuroleptiques. Également, l'association de la levodopa, L-dopa, avec certains médicaments antiémétiques, c'est-à-dire qui empêchent le vomissement. Quelques molécules que je vais citer ici qui sont des antiémétiques, quelques DCI. Le métoclopramide et le métopimazine sont des antiémétiques qu'on ne devrait pas associer avec la levodopa. Pourquoi? Cette association aura pour conséquence, elle va aggraver les signes parkinsoniens, surtout de type en particulier l'akinésie et l'hypertonie. L'akinésie, c'est quoi? C'est une impossibilité pathologique de faire certains mouvements sans que la force musculaire soit diminuée. L'hypertonie, quant à elle, c'est une augmentation exagérée de la tonicité musculaire. D'autres applications qui sont bien sûr de type antagonisme, qui agissent par antagonisme, dans le sens d'une diminution de l'effet pharmacodynamique, l'association entre, par exemple, les benzodiazépines avec le flumazénil. Cette fois-ci, cette association, elle est voulue. Pourquoi? Parce que le flumazénil va agir comme étant un antidote, l'antidote des benzodiazépines. Lors d'un surdosage ou d'une toxicité ou un surdosage en benzodiazépines, on utilise le flumazénil comme antidote, puisque le flumazénil, il va agir. En effet, cette interaction médicamenteuse par antagonisme, pharmacodynamique par antagonisme, elle est mise à profit pour normalement s'opposer à l'effet principal du médicament qui est le benzodiazépine. Surtout en cas de surdosage par ces benzodiazépines. Parce que le flumazénil, il va occuper avec une très grande affinité les récepteurs d'une manière, bien sûr, compétitive, les récepteurs aux benzodiazépines, les récepteurs GABA centraux, et il va en quelque sorte lever le surdosage en benzodiazépines. Et il faut savoir que la dose qui est nécessaire en flumazénil, elle sera beaucoup plus élevée en présence de fortes doses de benzodiazépines. Il faudrait augmenter la dose lorsque, bien sûr, les benzodiazépines, lorsqu'on augmente la dose en benzodiazépines. D'autres, bien sûr, associations par antagonisme, nous avons, il ne faudrait pas associer les antalgiques centraux morphiniques de type qui agissent par mécanisme d'agonisme partiel et d'agonisme entier. Surtout, bien sûr, il ne faudrait pas associer les morphiniques qui ont un effet agoniste-antagoniste parce que ces morphiniques, ils vont diminuer l'effet antalgique de tous les analgésiques opiacés.
et en diminuant bien sûr l'effet antalgique des analgésiques opiacés qui sont pris en association avec ces morphiniques, on va provoquer un syndrome de sevrage, c'est-à-dire d'accoutumance. La personne qui utilise cet analgésique opiacé, étant bien sûr en accoutumance, elle va bien sûr, c'est comme si elle ne prenait pas cet opiacé. Bien sûr, il y aura une annulation de l'effet antalgique qui était normalement provoqué par cet opiacé. Donc, elle aura tendance à vouloir augmenter les doses en opiacés pour obtenir le même effet. Donc, c'est ça le syndrome de sevrage. Également, d'autres associations, cette fois-ci, qui sont des associations d'interaction médicamenteuse pharmacodynamique par antagonisme, dans le sens d'une diminution, l'association d'un certain nombre d'antibiotiques. Donc, il faut savoir que, on va donner deux exemples à ce niveau-là. On a l'association de deux bêta-lactamines. Généralement, les bêta-lactamines, quand on les associe, ils provoquent un effet synergique. Et c'est un effet synergique bactéricide utilisé lors de résistance aux antibiotiques et lors d'infections sévères telles que les septicémies ou même les endocardites, par exemple. Mais ce sont des associations de deux bêta-lactamines normalement qui sont voulues, synergiques, qui agissent par synergie bactéricide. Mais à ce niveau-là, ces deux bêta-lactamines, quand elles sont en association, elles provoquent un mécanisme d'interaction médicamenteuse par antagonisme. En fait, ceci se traduit essentiellement par la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire, la résistance aux antibiotiques, c'est un principe, c'est le principal mécanisme des résistances aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que le principal mécanisme d'antagonisme ici, c'est l'induction. Ils vont induire la sécrétion d'une bêta-lactamase inductible, comme les céphalosporinases, qui sont des bêta-lactamases. Et ces céphalosporinases, normalement, ils sont sécrétés par une grande famille de bactéries qui est très résistante, les entérobactéries du groupe 3, à savoir parmi ces bactéries, on peut citer l'entérobactère, le Serratia marcescens, le citrobactère, Frundi, Proteus indole, et la liste est longue. Donc, de nombreux inducteurs, en effet, qui provoquent ces inducteurs qui vont permettre la production de ces bêta-lactamases et induire une résistance aux antibiotiques. On a, parmi ces molécules qui sont des inducteurs de bêta-lactamase, on a par exemple la céfoxytine, le céfamandole, la céphalotine, l'imipenem, l'acide clavulanique. Ce sont des bêta-lactamines, mais malheureusement, ils induisent la production de cette bêta-lactamase qui engendre des résistances aux antibiotiques. Et donc, l'utilisation d'une de ces molécules que je viens de citer ici juste avant, ces molécules qui ont la capacité d'induire la production de bêta-lactamase, quand on associe bien sûr l'une de ces molécules avec une pénicilline ou avec une céphalosporine, ceci bien sûr va entraîner une résistance au traitement par une surexpression des bêta-lactamases, c'est-à-dire de céphalosporinase. Une autre association, bien entendu, d'antibiotiques qui ne devrait pas se faire et qui engendre le mécanisme d'antagonisme ou de diminution de l'effet par induction d'une résistance par les mécanismes, par les macrolides, c'est l'association entre deux antibiotiques macrolides. En général, bien sûr, l'association de deux macrolides chez une personne malade n'a pas lieu d'être normalement. On ne devrait pas l'effectuer. Les interactions, mais on l'a vu tout à l'heure, les interactions médicamenteuses pharmacodynamiques qui agissent sur, par exemple, l'effet thérapeutique. Maintenant, on va aborder
le chapitre des interactions médicamenteuses pharmacodynamiques qui agissent sur les effets indésirables et qui agissent par majoration d'effets indésirables. Et cette majoration peut se faire soit par synergie ou par potentialisation, mais jamais par antagonisme. On va commencer par la première partie qui est la synergie. C'est la synergie additive des effets indésirables. On va donner quelques exemples, bien sûr, de synergie additive d'effets indésirables. C'est la coprescription ou la co-administration de 2 hypocholestérolémions qui diminuent le cholestérol. Un hypocholestérolémion de la classe des fibrates et l'association avec un autre hypocholestérolémion de la classe, cette fois-ci, des statines. Cette association est formellement contre-indiquée. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'augmenter le risque de toxicité musculaire, c'est-à-dire la destruction musculaire ou entraîner la rhabdomyolyse. Également, l'association de 2 hypocholestérolémions qui appartiennent à la classe des fibrates. Il ne faudrait pas associer un fibrate avec un autre fibrate parce qu'il va entraîner également, il va majorer le risque de toxicité musculaire par rhabdomyolyse, c'est-à-dire correspondant à la destruction du muscle. Cette fois-ci, le mécanisme d'action de cette majoration d'effets indésirables se fait par potentialisation. On va donner quelques exemples d'associations qui sont formellement contre-indiquées. C'est quand il y a une administration concomitante d'un anticoagulant oral, par exemple un anticoagulant oral, les Coumarini, et d'un INS, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et ceci va exposer un risque accru d'hémorragie digestive. Pourquoi? Parce que l'anticoagulant oral, déjà, il entraîne comme effet indésirable un risque hémorragique. Et même l'INS, l'anti-inflammatoire non stéroïdien, lui aussi provoque comme effet indésirable une hémorragie. Et lorsqu'on les utilise en association, il y a une potentialisation et une majoration de l'effet indésirable principal qui est bien sûr l'hémorragie digestive. Donc c'est une association formellement contre-indiquée. Deuxième exemple d'association formellement contre-indiquée, quand on associe un sulfamide hypoglycémiant, c'est-à-dire un antidiabétique oral, avec un antihypertenseur bêta-bloquant. Donc, les sulfamides hypoglycémiants, il entraîne une hypoglycémie. L'antihypertenseur bêta-bloquant, par effet indésirable, il provoque également une hypoglycémie. Donc, lorsqu'on associe les 2 molécules qui sont responsables d'hypoglycémie, on obtiendra une hypoglycémie sévère, bien sûr, qui peut engendrer des comas. Donc, autre association, cette fois-ci, entre les dérivés ergotés, c'est-à-dire l'ergotamine, la dihydroergotamine, le métisergide, qui sont bien sûr des médicaments antimigraineux utilisés pour traiter la crise de migraine, lorsqu'on les associe avec les triptans. Les triptans, c'est quoi? Les triptans, ce sont également des molécules qui ont en commun un noyau indole de la sérotonine et également, ce sont des agonistes sélectives des récepteurs 5-HT1B de la sérotonine et ils sont utilisés également pour traiter la crise de migraine. Ces triptans-là, normalement par mécanisme d'action, ils agissent par 2 mécanismes dont le principal, essentiellement, il provoque une vasoconstriction des vaisseaux intracrâniens. Donc, par mécanisme d'action, les triptans, ils provoquent une vasoconstriction des vaisseaux et les dérivés ergotés, ils ont pour conséquence une hypertension, ils risquent d'entraîner l'hypertension artérielle et également la vasoconstriction artérielle coronaire. Donc, étant donné que ces 2 types de molécules provoquent une vasoconstriction artérielle coronaire, ils risquent d'entraîner des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux.
Donc, leur association aura pour conséquent une vasoconstriction artérielle coronaire et une hypertension artérielle qui provoquera, bien sûr, c'est une contre-indication absolue et il ne faudrait jamais associer les dérivés de l'ergot de seigle avec les triptans, qui sont tous les deux des antimigraineux, parce qu'ils risquent de provoquer une vasoconstriction coronaire. Et normalement, ce mécanisme d'action de cette contre-indication se fait par potentialisation pharmacodynamique. Normalement, nous devons respecter, pour remédier à ce problème, nous devons respecter un délai de 24 heures entre, normalement, l'arrêt de la prise des triptans et également la prise de ces dérivés de l'ergot de seigle, de ces alcaloïdes. Autre association, bien sûr, qui, par potentialisation, on a l'association par exemple, des IMAO. L'association, cette fois-ci, des IMAO. Les IMAO, ce sont des inhibiteurs de la monoamine oxydase. Le rôle essentiel, ils ont pour rôle d'empêcher la monoamine oxydase d'exercer son rôle dans la dégradation des amines. Donc, ces IMAO, ce sont des antidépresseurs, des médicaments qui corrigent et relèvent l'humeur dépressive. Ce sont des antidépresseurs en général. Et ces IMAO, on ne devrait pas les utiliser avec le tramadol. Le tramadol qui est un analgésique central, un antalgique central. Parce que l'association IMAO-tramadol risque de provoquer un syndrome sérotoninergique, qui est potentiellement mortel. Le syndrome sérotoninergique est potentiellement mortel. Et c'est quoi ce syndrome sérotoninergique? Au cours d'un syndrome sérotoninergique, on peut voir une agitation, une confusion, coma, des myoclonies, hyperréflexie, la rigidité, l'hypertension, les tachycardies, les hyperthermies, et la liste est longue. Également, je n'ai pas écrit à ce niveau-là, on ne devrait pas associer les triptans, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les médicaments qui traitent la crise de migraine, avec ces IMAO, qu'ils soient sélectifs ou non sélectifs. Ce sont des associations contre-indiquées, formellement contre-indiquées. Ne jamais associer de triptan avec les IMAO, parce que ils risquent de provoquer une hypertension artérielle et également une vasoconstriction artérielle coronaire qui a pour conséquent un infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux et beaucoup d'accidents coronaires. Autre association, bien sûr, par potentialisation, c'est l'association entre les tétracyclines et c'est une classe d'antibiotiques, et également les rétinoïdes. Citant quelques molécules de rétinoïdes, on a l'isotrétinoïne, les trétinates. Donc, quand on associe la tétracycline avec les rétinoïdes normalement, ce sont des molécules qui sont utilisées pour traiter les pathologies cutanées, telles que l'acné, l'eczéma, le psoriasis. Et c'est une association qui est formellement contre-indiquée puisqu'elle va provoquer une hypertension intracrânienne. Donc, dans ce cas-ci, pour remédier à ce problème, on devrait utiliser un autre antibiotique qui appartient à une autre famille, une autre classe d'antibiotiques à la place des tétracyclines en association avec les rétinoïdes pour éviter cette hypertension intracrânienne. On va parler également, donner des exemples d'interactions médicamenteuses pharmacodynamiques qui se produisent au niveau de la même cible cellulaire. Ils agissent sur la même cible cellulaire, par exemple sur le même récepteur cellulaire. Deux médicaments qu'on va prendre en association et qui vont agir sur le même récepteur, par exemple. Une association qui peut être soit
qui a une synergie additive, c'est-à-dire que l'effet de l'association est égal à la somme des effets pharmacologiques des médicaments pris en association. Le premier exemple ici, on a la co-administration, l'administration concomitante de deux antibiotiques. Par exemple, un antibiotique qui appartient à la famille des aminosides et un autre antibiotique qui appartient cette fois-ci à la famille, c'est la vancomycine qui est un antibiotique de la famille des glycopeptides. Il faut savoir que la vancomycine, du point de vue son mécanisme d'action, elle agit en inhibant la synthèse du peptidoglycane de la paroi bactérienne et elle a un effet également bactéricide. L'aminoside a un effet bactéricide, la vancomycine a un effet bactéricide et donc c'est une synergie additive, mais elle entraîne cette association qu'il ne faudrait jamais effectuer. Elle provoque bien sûr une autotoxicité accrue, c'est-à-dire une toxicité au niveau de l'oreille. Une autre association qui agit par synergie additive, l'association par exemple d'un IMAO, par exemple un inhibiteur de la monoamine oxydase, cet inhibiteur normalement, il faut savoir que l'effet indésirable le plus sérieux des IMAO, de tous les IMAO, qu'ils soient sélectifs ou non, eh ben, c'est en fait la crise hypertensive. Normalement, cette crise hypertensive, elle est provoquée lorsqu'on associe un IMAO avec une ingestion concomitante d'aliments qui sont riches en amines et surtout en tyramine, à savoir cette tyramine est surtout présente dans le lait et le fromage fermenté. Donc jamais, bien sûr, en cas d'utilisation d'IMAO, qui sont des antidépresseurs, la consommation de produits, bien sûr, des laitages, parce qu'ils sont riches en tyramine. Cette fois-ci, un exemple d'interaction médicamenteuse pharmacodynamique qui se produit au niveau toujours de la même cible cellulaire, mais par mécanisme d'antagonisme. On va donner quelques exemples d'association. Par exemple, l'association d'un bêta-bloquant avec le salbutamol, donc qui est un bronchodilatateur. Donc, en associant par exemple le bêta-bloquant avec le salbutamol, on va observer une diminution de l'effet bronchodilatateur du salbutamol, qui est un agoniste bêta-2 adrénergique. Une autre association, bien sûr, de molécules qui agissent sur la même cible cellulaire et qui agissent par antagonisme, c'est-à-dire que l'un va, bien sûr, annuler l'effet de l'autre molécule. L'association des benzodiazépines et flumazénil qu'on a vu tout à l'heure, c'est une association ici qui est voulue. Pourquoi? Parce que le flumazénil, il va agir comme un antidote en cas de surdosage par les benzodiazépines. Donc, l'association va entraîner une levée de l'effet dépresseur respiratoire des benzodiazépines par une administration de flumazénil. Le flumazénil, c'est un antagoniste du récepteur GABA central. Autre association qui agit par antagonisme et sur les mêmes cibles cellulaires, sur le même récepteur par exemple cellulaire, l'association des opiacés qui ont des propriétés l'un agoniste et l'autre antagoniste. À ce niveau-là, il y aura apparition d'un syndrome de sevrage chez les patients normalement qui sont traités par les opiacés quand on associe bien sûr deux médicaments opiacés qui ont des propriétés opposées. Un médicament opiacé qui bien sûr a des propriétés agonistes qui agissent sur les récepteurs bien sûr cellulaires et l'autre bien sûr antagoniste, l'autre médicament opiacé qui a une action antagoniste. Exemple maintenant d'interaction médicamenteuse pharmacodynamique, mais qui vont agir au niveau d'un même système, mais par des voies tout à fait différentes. On va commencer par la synergie additive. Premier exemple,
c'est lors de l'utilisation de la digoxine, qui est en fait un cardiotonique qui renforce la contraction du cœur, avec les diurétiques thiazidiques ou de l'anse. Les diurétiques thiazidiques, ce sont en fait des médicaments qui, par mécanisme d'action, vont agir au niveau du segment proximal du tube contourné distal. Et par exemple, l'hydrochlorothiazide, une molécule. Et les diurétiques de l'anse, ce sont des diurétiques qui agissent par mécanisme d'action au niveau de l'anse de Henle. Et donc, ce type de médicaments, les diurétiques thiazidiques ou de l'anse, on ne devrait pas les utiliser en association avec la digoxine, parce qu'on va noter une augmentation de la toxicité cardiaque de la digoxine provoquée par l'hypokaliémie qui est normalement induite par les diurétiques. Parce que les diurétiques sont des hypocalémiants. Ils vont augmenter l'excrétion urinaire de potassium. Autre association par addition synergique, c'est l'association des sildenafil avec les dérivés nitrés. On observe un risque d'hypotension sévère lors de l'association du sildenafil, qui normalement inhibe la phosphodiestérase de type 5, avec les dérivés nitrés qui, eux, activent la guanylacyclase. Autre médicament qu'il ne faudrait pas associer parce qu'il entraîne en effet une synergie additive et qui agissent au niveau du même système par des voies différentes, c'est l'association d'un antiagrégant plaquettaire avec, en effet, l'association avec l'aspirine, puisque, bien sûr, on va noter un risque hémorragique lors de cette association. Pourquoi? Parce que l'aspirine, c'est un inhibiteur irréversible de l'enzyme, la cyclooxygénase, qui est impliquée dans la synthèse normalement de prostaglandine. Et également, cette aspirine, qu'on pouvait savoir, elle inhibe également l'agrégation plaquettaire en bloquant la synthèse plaquettaire du thromboxane A2. Donc, ils vont agir, bien sûr, sur le même système, mais en étant tous les deux des antiagrégants plaquettaires, mais par des voies différentes. Et donc, ils vont augmenter l'hémorragie, le risque d'hémorragie. Une autre, bien sûr, interaction, bien sûr, synergique, qui agit par synergie additive, mais cette fois-ci, c'est une synergie qui est voulue et n'est pas considérée comme étant indésirable. C'est une synergie bactéricide contre le pneumocystis carini, qui est une bactérie. Lorsqu'on administre d'une manière concomitante le sulfaméthoxazole avec la trimétoprine. Normalement, le sulfaméthoxazole, normalement qui inhibe la synthèse d'acide folique, et de trimétoprine qui inhibe, lui, la réduction de la tétrahydrofolate réductase. Ces deux molécules-là, ces deux antibiotiques, normalement, ils sont déjà préfabriqués, ils sont déjà mis sous forme de comprimés, déjà associés dans un même comprimé. C'est le cas, par exemple, j'aime pas citer en effet les spécialités, dans le fameux Cotrim, Bactrim, on a la fameuse association synergique de sulfaméthoxazole et du trimétoprine. Exemple d'interaction médicamenteuse qui se produit au niveau d'un même système, toujours par des voies différentes, mais cette fois-ci par mécanisme potentialisateur. C'est la potentialisation de l'action des curarisants par certains antibiotiques. Donc, certains antibiotiques vont potentialiser l'action des curarisants. Parmi ces antibiotiques, nous citons les aminosides, les lyncosanides, la polymyxine, parce qu'ils agissent au niveau de la jonction neuromusculaire. Exemple d'interaction toujours médicamenteuse qui agit par antagonisme. Sur les mêmes systèmes et par des voies différentes, c'est l'association d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion qui est un antihypertenseur avec un INS anti-inflammatoire non stéroïdien.
En effet, l'INS, il va diminuer l'effet antihypertenseur de cet inhibiteur de l'enzyme de conversion. Pourquoi? Parce que les INS, ils diminuent la synthèse de prostaglandines vasodilatatrices, à savoir les prostaglandines E2 et les prostaglandines I2. Cette fois-ci, on va donner l'exemple d'interactions médicamenteuses pharmacodynamiques, cette fois-ci qui se produisent au niveau de deux systèmes différents. Et donc, ce sont des interactions médicamenteuses qui vont concerner des médicaments qui appartiennent à des classes pharmacologiques tout à fait différentes. Celles qui agissent par addition, par synergie additive, addition des effets. On va donner quelques exemples. L'association d'antivitamine K avec certains antibiotiques qui normalement altèrent la flore bactérienne qui produit normalement la vitamine K. On aura une augmentation du risque hémorragique. Un effet, bien sûr, d'addition d'effets sédatifs. On observe une addition d'effets sédatifs de somnolence en cas d'association d'antihistaminique H1 avec des médicaments qui sont à propriété sédative. Donc, vous savez très bien, les antihistamines H1, bien sûr, utilisés contre les allergies, ils appartiennent à une classe pharmacologique. On les associe avec une autre classe pharmacologique qui a d'autres effets. Et en fait, toutes les deux, bien sûr, ils provoquent des effets de somnolence. Il ne faudrait pas les associer. Également, majoration du risque de torsade de pointe par l'association de deux médicaments torsadogènes. Les médicaments torsadogènes, ce sont des médicaments qui entraînent les torsades de pointe. Parmi ces médicaments torsadogènes, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, la liste des médicaments qui provoquaient les torsades de pointe. Nous avons les antiarythmiques de la classe 1 et 3, les neuroleptiques, certains macrolides, et la liste est très longue. En effet, il ne faudrait pas associer deux médicaments torsadogènes qui appartiennent à des classes pharmacologiques différentes parce qu'ils risquent de majorer le risque, ils risquent de majorer les torsades de pointe. Également, il y a un risque de maladie généralisée, éventuellement mortelle, avec les vaccins vivants atténués chez des patients qui reçoivent un médicament immunosuppresseur tel que les anticancéreux et même le méthotrexate. Pourquoi? Parce que nous allons bien sûr dresser la liste des vaccins vivants atténués. Parmi ces vaccins vivants atténués, on a le vaccin qui lutte contre une bactérie de la tuberculose, le BCG. On a les vaccins contre les virus, à savoir le rotavirus, les vaccins de la fièvre jaune, le ROR, rougeole, oréant, rubéole, le vaccin oral contre la poliomyélite, le vaccin contre la varicelle, contre le zona. Donc, ce sont des vaccins qui sont vivants et ils sont uniquement atténués. Donc, ils peuvent provoquer, bien sûr, ils sont en cas d'association avec des médicaments qui suppriment en effet l'immunité, ils risquent de provoquer, bien sûr, la mort. Donc, ce sont des associations qui sont formellement contre-indiquées. Donc, l'association également de médicaments peut entraîner une interaction médicamenteuse pharmacodynamique. On associe deux médicaments qui appartiennent à des classes pharmacologiques différentes. Donc, ils agissent pas sur deux systèmes différents, mais cette fois-ci par mécanisme d'antagonisme. C'est-à-dire qu'un médicament ou une classe pharmacologique va annuler ou diminuer l'effet de l'autre classe pharmacologique. C'est le cas de l'association des glucocorticoïdes
avec les antidiabétiques oraux. Un exemple d'antidiabétiques oraux, nous allons citer quelques molécules, la metformine, les sulfamides hypoglycémiants. On ne devrait pas les associer avec les glucocorticoïdes parce qu'ils peuvent entraîner, bien sûr, une hyperglycémie. Pourquoi? Les glucocorticoïdes, normalement, ils provoquent l'effet hyperglycémiant. Donc, si on l'associe avec l'antidiabétique oral qui est hypoglycémiant, on risque de diminuer l'efficacité de l'antidiabétique oral. Donc, c'est comme si on n'avait pas pris d'antidiabétique oral. Donc, évitez carrément l'association de l'antidiabétique oral avec le glucocorticoïde pour ne pas tomber dans l'inefficacité du traitement antidiabétique. Quelques associations qui sont formellement contre-indiquées de type antagonisme, l'association entre la levodopa et un antiémétique contre le vomissement. Parmi ces antiémétiques, les molécules qu'on peut citer, le méthoclopramide, le méthopimazine. Donc, cette association va entraîner, elle aura pour conséquence une aggravation de la maladie de Parkinson. Donc, il faudrait, pour remédier à cet inconvénient, l'alternative, c'est changer cet antiémétique et utiliser un autre antiémétique. Par exemple, la dompéridone est une autre molécule antiémétique. Pourquoi? Parce qu'elle ne traverse pas, elle a comme avantage, elle ne traverse pas la barrière hémato-méningée. Une autre association qui est formellement contre-indiquée, c'est une association qui se fait par synergie d'action entre deux hypocholestérolémiants fibrate-fibrate. Exemple de molécules fibrates qui sont des hypocholestérolémiants, on a le phénofibrate, le bézafibrate, le gemfibrosine. Donc, l'association de deux fibrates va entraîner une destruction musculaire, une toxicité musculaire qui se traduit par la rhabdomyolyse. Et pour, bien sûr, la solution, c'est de ne pas associer deux fibrates. Ce sont des contre-indications formelles. Autre association formellement contre-indiquée par mécanisme de synergie, l'association des dérivés ergotés, l'ergotamine, la dihydroergotamine, qui sont des médicaments, des alcaloïdes utilisés pour traiter la crise de migraine avec d'autres antimigraineux tels que les triptans. Donc, toutes les deux vont provoquer normalement une vasoconstriction coronaire. Et donc, cette association aura pour conséquence une hypertension artérielle, un infarctus du myocarde et même des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, pour remédier à ce problème, carrément ne pas associer de médicaments qui sont très vasoconstricteurs tels que l'ergotamine et les triptans, et respecter carrément un intervalle de 24 heures entre les deux traitements. C'est-à-dire, bien sûr, ne commencer le traitement par l'alcaloïde 24 heures après l'arrêt des triptans. D'autres contre-indications formelles, d'autres associations formellement contre-indiquées par mécanisme de synergie, l'association entre un IMAO, exemple de molécule IMAO, l'iproniazide, le moclobémide, la sélégiline, le linésolide, ce sont des antidépresseurs et ces IMAO, on ne peut pas les associer avec le tramadol antalgique central parce qu'ils peuvent provoquer un syndrome sérotoninergique potentiellement mortel. Donc la solution à ce problème, c'est en cas d'association avec les IMAO, utiliser un autre antalgique opiacé autre que le tramadol. Remplacer le tramadol par de la codéine ou bien le dépropoxyphène. Autre association formellement contre-indiquée, qui agit par synergie toujours, l'association entre les tétracyclines, des antibiotiques, avec le rétinoïde,
qui est un médicament utilisé pour, bien sûr, le traitement de l'acné, de l'eczéma, le psoriasis. Exemple de molécule rétinoïde, on a l'isotrétinoïde. Donc, cette association entre la tétracycline et le rétinoïde va entraîner, provoquer l'hypertension intracrânienne. Bien sûr, c'est très dangereux. Et la seule solution, c'est en cas d'utilisation de rétinoïdes, utiliser une autre classe d'antibiotiques autre que les tétracyclines. Donc maintenant, on va aborder le volet des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques, c'est-à-dire des interactions médicamenteuses qui vont suivre le devenir du médicament dans l'organisme. Lorsqu'on utilise deux médicaments, un médicament va modifier la pharmacocinétique de l'autre médicament qui est pris, bien sûr, simultanément. En fait, l'interaction médicamenteuse pharmacocinétique, ce sont des interactions pharmacocinétiques qui vont en fait suivre le devenir du médicament dans l'organisme et vont concerner les différentes phases de cette pharmacocinétique. C'est-à-dire, on aura 4 types d'interactions médicamenteuses pharmacocinétiques. Des interactions médicamenteuses qui vont agir au niveau de la phase d'absorption intestinale, puis des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques qui vont agir au niveau de la phase de distribution ou de diffusion des médicaments dans l'organisme, c'est-à-dire celles qui concernent la liaison des médicaments protéines plasmatiques, et les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques qui agissent au niveau du métabolisme hépatique, et les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques qui vont agir au niveau de la phase d'élimination ou d'excrétion des médicaments, aussi bien biliaires que qu'urinaires. Donc, on va commencer par la première partie, c'est l'interaction médicamenteuse pharmacocinétique de type absorption qui agit au niveau de la phase d'absorption intestinale. On va distinguer plusieurs cas de figure. Il y a des médicaments qui ont la capacité de ralentir le transit intestinal. Et ce type de médicaments, on va donner quelques exemples de médicaments qui sont responsables de ce ralentissement du transit intestinal. On a les antiémétiques qui empêchent le vomissement, exemple de molécules, la métoclopramide. On a également d'autres molécules qui ralentissent le transit intestinal. On a les antidiarrhéiques qui empêchent la diarrhée, exemple de molécules, le loperamide. Ces médicaments qui ralentissent le transit intestinal, ils vont en fait diminuer, ils auront pour conséquence, en effet, une augmentation de la biodisponibilité, bien sûr, grand F, ils auront une conséquence sur les paramètres pharmacocinétiques du médicament qui est pris en association. Par exemple, ils vont augmenter la biodisponibilité de ce médicament qui est pris en association. Ils vont augmenter l'air sous la courbe en fonction du temps AUC, Area Under the Curve. Ils vont augmenter le Cmax, la concentration maximale, mais ils ne vont pas modifier la demi-vie du médicament pris en association, puisqu'il s'agit d'un mécanisme d'action, d'interaction qui agit au niveau de la phase d'absorption. Donc, en augmentant la biodisponibilité et la concentration du médicament, ceci aura pour conséquence une toxicité accrue en ce médicament. Donc, d'autres mécanismes d'interaction médicamenteuse qui agit au niveau de la phase d'absorption intestinale, c'est en effet une élévation, on observe une augmentation du pH intestinal, et cette augmentation du pH intestinal, elle va diminuer la fraction non ionisée des acides faibles. C'est-à-dire que en diminuant cette fraction non ionisée, il y aura une diminution de l'absorption, en conséquent, une diminution de l'absorption intestinale de ce médicament qui est associé à qui l'aurait associé. On va donner quelques exemples de médicaments qui normalement augmentent le pH intestinal.
Par exemple, les antiacides, les antisécrétoires tels que les antihistaminiques H2, les IPP, les inhibiteurs des pompes à protons, exemple de molécules l'oméprazole, ce sont des molécules qui sont des antisécrétoires qui vont augmenter le pH intestinal et donc en augmentant le pH intestinal, ils vont bien sûr diminuer, ceci aura des conséquences sur les paramètres pharmacocinétiques du médicament qui est pris en association. Il y aura une diminution de l'absorption, de son absorption intestinale, il y aura une diminution de sa biodisponibilité grand F, il y aura une diminution de l'air sous la courbe en fonction du temps, et il y aura une diminution de la concentration maximale, mais par contre, à ce niveau-là, étant donné qu'il s'agit d'une interaction médicamenteuse qui agit au niveau de la phase d'absorption intestinale, la demi-vie du médicament qui est pris en association reste inchangée. Et comme il y a une diminution de l'absorption intestinale, il y aura forcément une diminution de la concentration plasmatique et donc on observera une inefficacité du traitement. Autre mécanisme, c'est le cas bien sûr d'un médicament qui va effectuer une sorte de barrière physique gastro-duodénale. C'est le cas des médicaments, bien sûr, on va donner l'exemple de médicaments qui sont responsables de ce phénomène. On a les pansements gastriques et les résines chélatrices, telles que le charbon actif. Chélatrices forment une chélation, c'est-à-dire qu'elles vont former des complexes insolubles. Les pansements gastriques et les résines chélatrices, donc en association avec des médicaments, elles vont bien sûr tapisser la paroi gastrique et duodénale et donc elles vont empêcher l'absorption intestinale du médicament qui est pris en association avec eux. Il s'en suivra une diminution de la concentration plasmatique de ce médicament, une diminution de sa biodisponibilité, une diminution de son AUC. Par contre, étant donné qu'il s'agit d'un mécanisme d'action, d'interaction médicamenteuse qui agit au niveau de la phase d'absorption, la demi-vie du médicament reste inchangée. Par contre, la conséquence de ce type d'association et on observera une inefficacité du traitement. Donc la solution, l'alternative, c'est en fait la solution, c'est d'utiliser par exemple ces médicaments, lorsqu'on veut utiliser ces médicaments avec par exemple un pansement gastrique, il faudrait toujours respecter bien sûr 2 heures de délai entre les prises. C'est-à-dire entre la prise du pansement gastrique et entre la prise de l'autre médicament, il faut laisser un intervalle de 2 heures entre les 2 prises. L'autre mécanisme d'action qui s'effectue d'interaction médicamenteuse au niveau de la phase d'absorption intestinale, c'est le mécanisme par inhibition du métabolisme intestinal des médicaments. Un exemple de médicament qui est responsable, ce sont les inhibiteurs du cytochrome CYP3A4. La clarithromycine, par exemple, c'est un antibiotique qui appartient à la famille des macrolides et cet antibiotique, il est considéré comme étant un inhibiteur du CYP3A4 au niveau du métabolisme intestinal du médicament. Donc, lorsque cet inhibiteur, en fait, la clarithromycine, est utilisé avec un autre médicament qui, normalement, est métabolisé par le CYP3A4, on va observer une inhibition de cette enzyme. Forcément, en l'inhibant, on va inhiber son métabolisme, on va alors augmenter sa concentration, on va augmenter son absorption intestinale et donc forcément, on observera une modification des paramètres pharmacocinétiques qui vont dans le sens d'une augmentation, à savoir une augmentation de la biodisponibilité F, une augmentation de l'AUC, une augmentation de la concentration maximale. Par contre, la demi-vie du médicament pris en association avec la clarithromycine reste inchangée, non modifiée. Étant donné que la concentration plasmatique du médicament est augmentée, on assistera à une toxicité accrue.
d'autres médicaments qui entraînent d'autres mécanismes qui provoquent, bien sûr, qui agit au niveau de la phase d'absorption intestinale, c'est l'inhibition d'un transporteur d'efflux tel que la protéine la P-glycoprotéine. C'est quoi la P-glycoprotéine? Eh ben, la P-glycoprotéine, c'est une protéine de la membrane cellulaire et qui participe à la protection interne de la cellule. Également, il s'agit d'un transporteur membranaire. On trouve surtout au niveau apical des cellules, du côté qui se trouve du côté sanguin et de la circulation sanguine. Et on trouve pratiquement dans toutes les cellules, dans les cellules de l'organisme, aussi bien au niveau du cerveau, qu'on peut trouver cette P-glycoprotéine au niveau du foie, des cellules hépatiques, au niveau des cellules intestinales, au niveau... Donc, en fait, normalement, cette P-glycoprotéine, elle transporte, c'est une protéine de transport, elle transporte hors des cellules de nombreux xénobiotiques, tels que, bien sûr, les médicaments. Et, bien sûr, son rôle essentiel, elle joue un rôle de détoxification et d'épuration de l'organisme. Donc, il existe un certain nombre de médicaments qui inhibent cette protéine P-glycoprotéine et l'inhibition en fait de l'activité de cette P-glycoprotéine, elle pourrait entraîner en quelque sorte une biodisponibilité accrue d'un certain nombre de médicaments. Parmi les inhibiteurs de la P-glycoprotéine, on a la quinidine, le ritonavir, certains antidépresseurs tels que la sertraline, la desméthylsertraline, la paroxétine, et également, au même titre, on peut trouver la cyclosporine A, la quinidine, la vinblastine, le verapamil, qui sont des inhibiteurs de la P-glycoprotéine et qui se trouvent sur des capillaires cérébraux. Donc, normalement, ces inhibiteurs de P-glycoprotéines, par inhibition des P-glycoprotéines, on va observer une augmentation de l'absorption du médicament qui est pris en association et une augmentation de sa biodisponibilité et forcément une diminution de son excrétion. Forcément, étant donné que c'est un mécanisme qui agit au niveau de la phase d'absorption intestinale, il y aura une modification, en effet, des paramètres pharmacocinétiques du médicament associé à cet inhibiteur P-glycoprotéine. On observera une augmentation de la biodisponibilité, de l'AUC, du Cmax, mais la demi-vie reste inchangée. Et comme on observe une augmentation de la concentration plasmatique du médicament qui est associé à cet inhibiteur de P-glycoprotéine, forcément, on observera l'apparition d'une toxicité accrue. Quand on parle des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques qui agissent au niveau de la phase d'absorption intestinale, via ce mécanisme, pas de contre-indication formelle. Il n'y a pas de contre-indication formelle. Et que normalement les interactions qui résultent d'un effet direct sur les fonctions gastro-intestinales, ils vont se manifester immédiatement. L'interaction, lorsqu'on prend deux médicaments qui vont agir au niveau de la phase d'absorption, l'interaction apparaît d'une manière immédiate et dureront tant que l'altération de transit existera. Donc, lorsqu'il y a une altération du transit, l'interaction va persister. Et lorsque le transit redeviendra normal, l'interaction s'arrêtera automatiquement. Autre mécanisme d'action d'interaction médicamenteuse pharmacocinétique, cette fois-ci qui agit au niveau de la phase de distribution, de diffusion des médicaments dans l'organisme, et on parlera essentiellement de la liaison aux protéines plasmatiques. Comme on peut savoir par mécanisme d'action de cette interaction médicamenteuse, normalement les protéines plasmatiques ou tissulaires sont impliquées dans le transport et la diffusion de certains médicaments dans notre corps. On sait que les médicaments,
lorsqu'ils sont liés aux protéines plasmatiques, ils sont sous forme inactive et sous forme de réserve, alors que leur forme qui est libre, non liée aux protéines plasmatiques, c'est la forme qui est active. Et c'est cette forme qui va les diffuser dans les différents tissus organes de l'organisme pour exercer son action pharmacologique et par la suite subir la voie du métabolisme et de l'excrétion, l'élimination aussi bien biliaire que rénale. Mais si on prend deux médicaments en association, et j'ai l'habitude de les nommer en donnant des exemples, par exemple, on prend deux médicaments, par exemple, que je nommerai à ce niveau-là M1 et M2, certains médicaments, par exemple les médicaments M1, ils sont fortement fixés sur les protéines. Et ces médicaments, même s'ils sont fortement fixés aux protéines, ils peuvent être déplacés de leur site de fixation un autre médicament M2, ceci va entraîner un risque de surdosage et un risque, on verra une augmentation de la concentration plasmatique de la fraction, bien sûr, libre active, c'est la fraction libre active du médicament M1, un risque de toxicité, un risque de surdosage, puisque seule la fraction libre est active. La fraction liée aux protéines plasmatiques est une fraction inactive et également une forme de réserve du médicament dans le plasma. Nous citerons des médicaments qui ont une grande affinité aux protéines plasmatiques, c'est-à-dire que leur pourcentage de fixation aux protéines plasmatiques est supérieur à 80%. Parmi ces médicaments qui sont fortement liés aux protéines plasmatiques, on a les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les coumariniques, les sulfamides hypoglycémiants. On va donner quelques associations qui sont formellement contre-indiquées, qui agissent, bien sûr, au niveau de la liaison aux protéines plasmatiques, par simple compétition de deux molécules au niveau des protéines plasmatiques. La première association qui est formellement contre-indiquée, c'est l'association d'un anticoagulant oral qui est normalement fortement lié aux protéines plasmatiques, comme on a vu tout à l'heure, son pourcentage de fixation est supérieur à 80%, avec de l'aspirine à raison de 3 grammes par 24 heures. Donc, il s'en suivra par compétition au niveau des protéines plasmatiques un déplacement, bien sûr, de l'anticoagulant oral de ces sites de fixation, de ces sites de fixation avec les protéines plasmatiques. Donc, il va se retrouver sous forme libre, active, et il risque de provoquer, bien sûr, des hémorragies. Et donc, forcément, c'est une contre-indication, bien sûr, qui est absolue. Et la seule solution, c'est lorsqu'on utilise un anticoagulant oral, ne pas utiliser de l'aspirine comme antipyrétique ou antalgique, mais plutôt, bien sûr, utiliser à la place de l'aspirine du paracétamol pour son effet antipyrétique et antalgique. Une autre contre-indication association formellement contre-indiquée, bien sûr, qui agit au niveau de la phase de distribution des médicaments au niveau de l'organisme sur les protéines plasmatiques, c'est l'association toujours de l'anticoagulant oral avec un antifongique azoté tel que le miconazole. Donc, cet anticoagulant oral va être déplacé de ces sites de fixation de ces protéines plasmatiques. Il va se retrouver sous forme libre. La fraction libre active sera très élevée, donc un risque hémorragique. Il s'en suivra un risque hémorragique. Et par conséquent, la seule solution, c'est en plus de l'anticoagulant oral, changer cet antifongique en utilisant un autre antifongique autre que le miconazole. L'autre mécanisme d'action, d'interaction médicamenteuse qui agit cette fois-ci au niveau de la phase du métabolisme, métabolisme hépatique du médicament et essentiellement sur les enzymes, les cytochromes CYP450. En fait, ce type d'interaction médicamenteuse qui
agit sur le métabolisme des médicaments, je l'ai déjà traité au cours d'une vidéo précédente que vous pouvez visionner, bien sûr, parce qu'elle est un peu détaillée. Et donc, elle concerne essentiellement les mécanismes, les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques de type inhibition et induction enzymatique du métabolisme hépatique. Donc, ici, en passant, je vais donner un petit exemple que je n'avais pas cité la dernière fois sur ma vidéo. C'est l'association de ces triptans qui sont des médicaments utilisés pour traiter les crises de migraine avec des inhibiteurs enzymatiques du cytochrome CYP3A4. Donc, cet inhibiteur enzymatique tel que les antifongiques azotés, les macrolides, les inhibiteurs de protéase, ils vont inhiber le métabolisme hépatique des triptans. Et donc, forcément, le triptan ne va pas être métabolisé, il va voir ses concentrations plasmatiques augmenter, et donc un risque en fait de surdosage en triptan et une accumulation en triptan, ce qui aura pour conséquent en effet une vasoconstriction importante et un risque hypertensif. Donc ce sont des associations qui sont formellement contre-indiquées. Donc il faut savoir une chose, que les interactions par inhibition d'une enzyme ou d'un transporteur, elles apparaissent d'une manière immédiate. Dès qu'il y a contact entre les deux médicaments, l'interaction apparaît. Et c'est en fait, l'interaction apparaîtra dès que les substances entrent en contact. Et elle va disparaître lorsque le médicament, ce médicament qui va interférer, il aura atteint des concentrations subinhibitrices. Et la durée de l'interaction, elle va dépendre, bien entendu, de la demi-vie du médicament inhibiteur, cette fois-ci. Et que les interactions par induction d'une enzyme ou d'un transporteur, cette fois-ci, elle n'apparaît pas d'une manière immédiate, comme c'est le cas de l'inhibiteur enzymatique, mais elle apparaît avec un certain délai, et ce délai, il correspond au temps nécessaire à la synthèse de la protéine, puisque le mécanisme de l'induction enzymatique est transcriptionnel et que l'effet inducteur n'apparaîtra qu'au bout de quelques jours et il va durer également quelques jours après l'arrêt. Il dure quelques jours même. Normalement, il n'apparaît qu'au bout de quelques jours. L'interaction n'apparaît qu'au bout de quelques jours de l'association et elle va durer quelques jours après l'arrêt de l'association de l'inducteur utilisé en association. C'est l'effet turnover de la protéine enzymatique. On va aborder l'interaction maintenant médicamenteuse pharmacocinétique de la phase qui intervient au niveau de la phase d'élimination rénale des médicaments. Donc, cette élimination rénale, quel est le mécanisme d'action général? C'est l'élimination rénale des médicaments M1, par exemple. Il peut être modifié par un médicament M2 lorsqu'ils sont pris, bien sûr, simultanément, en même temps. Et ce mécanisme d'action, il se fera suite à une modification du pH urinaire, à une compétition pour le transport actif ou au niveau de la sécrétion tubulaire. On a une liste de médicaments qui sont normalement à élimination rénale. On a le lithium. Le lithium est utilisé pour traiter les troubles bipolaires. La digoxine, comme on a vu tout à l'heure, qui est un cardiotonique, il renforce la contraction musculaire. Le méthotrexate, qui est en fait un immunosuppresseur, également, il appartient à la famille des antimétabolites, immunosuppresseurs. Et donc, on va donner maintenant l'exemple d'interaction médicamenteuse pharmacocinétique qui agit au niveau de l'élimination rénale. C'est le cas de l'association d'un diurétique thiazidique avec le lithium. Donc, les diurétiques thiazidiques, en fait, ce sont des diurétiques qui vont agir au niveau rénal, au niveau du segment, plus exactement, du segment proximal du tube contourné distal. Et donc, ils sont hypokaliémiants. Et ces diurétiques thiazidiques, tels que l'hydrochlorothiazide, en l'associant avec le lithium, la conséquence de ces associations, le thiazidique peuvent diminuer, ils diminuent l'excrétion
rénale de lithium. Et donc, en diminuant l'excrétion rénale de lithium, le lithium verra ses concentrations plasmatiques augmenter. On aura un risque de surdosage en lithium et un risque de toxicité accrue accrue en lithium. Et donc, forcément, on notera une modification de ces paramètres pharmacocinétiques, à savoir une augmentation de son air sous la courbe en fonction du temps, une augmentation de son Cmax, concentration maximale, par contre, et une augmentation également de la demi-vie et une toxicité accrue. Donc, c'est une association qui est formellement contre-indiquée entre un thiazidique et le lithium. Donc, quelques associations formellement contre-indiquées qui agissent au niveau de l'élimination rénale, entre le méthotrexate qui est un immunosuppresseur à raison d'une dose supérieure à 15 mg par semaine en association avec de l'aspirine à raison de 3 grammes par jour. Donc, c'est une association qui est contre-indiquée parce qu'il y aura par conséquent une augmentation du risque d'aplasie médulaire. Une aplasie médulaire, c'est une diminution des cellules souches qu'on trouve au niveau de la moelle osseuse et ces cellules souches sont responsables de la production de la lignée aussi bien rouge, c'est-à-dire les globules rouges, que la lignée blanche, les globules blancs. On va noter une diminution des globules blancs, des globules rouges, une anémie qui est bien sûr sévère. On va noter également une diminution des globules blancs, à savoir une leucopénie, une neutropénie, et donc en fait, ça peut être mortel. C'est mortel en fait, parce que l'aplasie médulaire, c'est dangereux. Donc la seule solution, c'est pour remédier à ce problème, et l'alternative, c'est au lieu d'utiliser de l'aspirine en association avec le méthotrexate, on utilisera un autre antipyrétique, un autre antalgique, qui est bien sûr le paracétamol. On peut associer le méthotrexate au paracétamol à la place de l'aspirine. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine et à bientôt. Merci encore une fois.